Bon, ben merci beaucoup à tout le monde d'être présent aujourd'hui pour le séminaire du pôle santé. Je me présente Denis Chenval, je suis le directeur du pôle santé HEC Montréal. Nous avons l'honneur et le privilège aujourd'hui d'accueillir Joanne Castonguay, commissaire à la santé et au bien-être. Je connais Joanne depuis plusieurs années et je suis bien heureux de l'avoir avec nous aujourd'hui, qu'elle puisse nous parler un peu de où on va en soins à domicile, quels sont les constats qui ont été faits par le CSBE. On sait tous que la problématique des soins à domicile est importante et c'est une problématique grandissante dans la mesure où les besoins vont exploser d'ici les 10 à 15 prochaines années. Donc, si on ne met pas tout de suite des solutions en place en matière de soins à domicile, ce n'est pas les mécanismes extérieurs aux soins à domicile tels que les hébergements de soins de longue durée qui vont pouvoir résoudre ce problème. Donc, il faut absolument adresser cette question et on sait que les investissements en soins à domicile ne sont pas à la hauteur de ce qu'on pourrait observer dans d'autres juridictions. Et donc, il y a tout un débat important sur le retard qu'on a accumulé en matière de soins à domicile et je pense que tous les travaux réalisés par l'équipe à Joanne nous donnent un portrait assez important et assez clair de la situation. Donc, merci beaucoup d'être présent et sans plus tarder, je cède la parole à Joanne et je vous souhaite tous une bonne conférence. Merci beaucoup, Denis, et merci beaucoup tout le monde d'être là. Alors, là, j'ai une présentation qui résume quatre gros rapports et j'aimerais ça garder du temps pour répondre aux questions parce que je pense vraiment que l'information sort, en fait, ce qui est mal compris ou ce qui aurait avantage à être davantage discuté ressort souvent lors de la période des questions. Mais enfin, donc je vais essayer d'aller le plus vite possible. Là, je ne verrai pas les mains qui se lèvent. Donc, si vous avez des questions, en fait, il On faut va les s'en occuper. valider. Oui. Alors, voici. Donc, le mandat, d'abord, qui a été confié au gouvernement. Donc, le mandat qu'on nous a confié, c'était d'analyser la performance des soins et services à domicile au Québec. En fait, et nous, on regarde davantage, c'est-à-dire que quand on regarde la performance, on essaie de voir quels sont les résultats sur la santé, de faire des recommandations à cet égard, mais aussi de regarder si les moyens de financement, les programmes de financement sont efficaces et efficaces. Alors, en gros, on dirait que le principal constat ou le premier constat qu'on pourrait faire valoir, c'est le fait que tous les pays qui ont des systèmes de soutien à domicile évolués ou même des systèmes de santé évolués, on pourrait dire tous les pays industrialisés, font face à des problèmes et des enjeux importants au niveau du soutien à domicile face aux besoins de la population. Donc, beaucoup ont entrepris des réformes importantes et parmi les gestes qu'ils ont posés, c'était souvent d'essayer de simplifier l'environnement parce qu'au cours du temps, ce sont des programmes, des projets, des services qui se sont ajoutés et ça leur a rendu les systèmes très complexes à naviguer. Maintenant, le grand résultat de nos travaux, c'est vraiment que la situation pour le moment est assez inquiétante, c'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, on ne peut pas imaginer que si on continue sans faire une refonte de notre système, on va avoir un enjeu de viabilité important. Donc, premier grand constat, on a essayé de diviser là, en quatre grandes catégories de constats les principaux constats qu'on a réalisés. Le premier serait que le système est vraiment construit sur des assises fragiles. En fait, la politique de 2003, en fait, le système est vraiment basé sur la politique de soutien à domicile qui a été publiée en 2003. C'est une politique qui, à l'époque, était avant-gardiste, mais elle n'a jamais été mise en œuvre. C'est-à-dire qu'il n'y a jamais eu de plan pour mettre en œuvre et s'assurer que les différentes modalités de la politique soient mises en œuvre. En fait, parmi les difficultés que ça a posées aussi, c'est que d'abord, on n'a jamais vérifié si vivre à domicile, c'était vraiment la volonté de la population. Puis on a toujours regardé ça comme si c'était un ou l'autre.
Est-ce que la population veut vivre à la maison ou elle veut être hébergée lorsqu'elle perd de son autonomie? L'autre élément, c'est qu'elle sous-entend un caractère universel du soutien à domicile. Et ça représente un défi qui est considérable d'un point de vue financier. Et on n'a pas mis de fonds de côté pour être capable de financer ces services-là, surtout s'ils sont universels. Et d'ailleurs, lorsque je vous parlais des études qui avaient été, de l'étude qui avait été faite sur les pays de l'OCDE, puis la situation dans les autres pays de l'OCDE, même ceux qui avaient constitué il y a 10, 15, 20 ans des caisses pour financer les services de longue durée, font face à un défi important de viabilité financière. Donc, ça donne une idée de l'enjeu ou en fait à quel point l'enjeu est critique. Joanne, Oui. est-ce qu'on peut tenter quelque chose pour améliorer le son? Donc, on aurait différentes options. Peut-être porter un casque d'écoute. Ça va peut-être nécessiter qu'on trouve dans les paramètres le casque d'écoute. Si, je me rapproche comme ça, est-ce que ça aide? On peut faire un petit bout. Est-ce que c'est mieux comme ça? J'ai pas de casque d'écoute ici. On me dit que c'est mieux comme ça. C'est mieux comme ça? Donc, on fait un bout comme ça. OK, parfait. Merci. Donc, est-ce que je suis... OK. Donc, en fait, juste pour dire, il n'y a pas eu de plan ou d'action gouvernementale pour assurer le soutien à domicile. Et donc, en fait, je peux juste donner un exemple, c'est-à-dire que si ça ne dépend pas, la capacité de vieillir à la maison ne dépend pas strictement du ministère de la Santé et des Services sociaux. Et un exemple que je peux donner, c'est si les gens n'ont pas la capacité financière de demeurer dans leur maison, ben, il n'y aura pas de domicile et donc il n'y aura pas de service à domicile et de capacité de vieillir à la maison. Ensuite, le système, parmi les autres éléments remarqués, c'est-à-dire que j'ai fait allusion à la complexité des systèmes tantôt. Et en fait, ce qu'on observe, c'est qu'il y avait eu de plan d'ensemble pour avoir un système qui était cohérent et des services qui étaient complémentaires pour soutenir la perte d'autonomie. Donc, la résultante, c'est peu de cohérence et des services qui sont non intégrés. Ce que ça a pour effet aussi, c'est ça cause des grandes difficultés au niveau de la navigation à travers le système. Et ces difficultés-là sont pour les usagers, mais aussi pour leurs proches aidants. Alors, la résultante est non seulement le proche aidant a la responsabilité de soutenir son proche, mais en plus, il doit coordonner pour lui les services de santé. Maintenant, quand on regarde les services, ils sont également offerts en silo. Donc, on regarde l'aide domestique est offerte par un acteur, les soins personnels sont offerts par un acteur, les soins infirmiers sont souvent offerts par un acteur. Donc, il y a beaucoup d'inefficience, d'inefficacité et de perte de qualité lorsque les services sont offerts en silo comme ça. Ensuite, il y a une grande difficulté pour naviguer à travers les programmes de financement. Et je vais revenir, là, je vais refaire un point sur les programmes de financement comme tel. Quand on a analysé la performance chiffrée sur une quantité de critères, donc ça, c'est vraiment un grand résumé là, de l'analyse de la performance chiffrée. Et ce que ça montre, c'est que l'ensemble des indicateurs de performance sont insatisfaisants, si on veut. Il y a seulement celui de la pertinence qui est bon, mais au cours des dernières années, la étude porte sur 3 ans, 2 ans, 3 ans. La pertinence a diminué. L'accessibilité était dans une situation critique et elle a diminué au cours du temps. Les mesures, en fait, les programmes de financement sont orientés sur les prestataires. C'est-à-dire qu'on a un programme de financement et de soutien dont les règles d'éligibilité et le soutien financier diffèrent selon qu'on veut de l'aide domestique, des soins personnels ou des soins infirmiers qu'on obtient à travers le CLSC. Il y a aussi d'autres programmes qui sont les crédits d'impôt, mais bref, la multiplication des programmes, ça crée énormément d'embûches, de confusion, mais surtout d'iniquité et
d'application de ces programmes-là qui est différente selon les prestataires, l'évaluateur et les services qui sont disponibles au moment où l'usager est en interaction avec le système pour obtenir ces services. Ensuite, on a interrogé les personnes, on a fait faire une enquête sur quelles étaient les attentes de la population par rapport aux services. Et ce qu'on se rend compte, c'est que les services sont fortement concentrés sur l'hébergement. Alors, retournons aux soins à domicile à l'instant, c'est que quand on regarde les efforts qui ont été faits dans les dernières années pour accroître l'accès au soutien à domicile, on a vraiment misé sur le nombre d'heures, accroître le nombre d'heures, accroître le nombre d'usagers. Mais ce que ça a eu pour résultat, c'est que oui, on a accru le nombre d'usagers, mais on a surtout accru le nombre d'heures auprès d'un même nombre d'usagers. Alors, il y a un grand pourcentage des usagers qui reçoivent les services, c'est-à-dire que l'intensité est très forte auprès des usagers qui ont beaucoup de besoins et elle est pas assez élevée auprès des autres usagers. Ce que ça a comme résultat, c'est que ça précipite les gens vers la grande perte d'autonomie et ça précipite les gens vers l'hébergement. Alors, le résultat est qu'à l'heure actuelle, 62% des ressources financières sont destinées à l'hébergement, alors qu'ils ont 16% des usagers de soins de longue durée. Et 38% des ressources financières sont allouées à 84% des usagers. Donc, le système ne répond pas vraiment aux attentes des populations. Et quand on les a interrogés s'ils préféraient vieillir à domicile ou vieillir en hébergement, en fait, la grande majorité des 55 ans et plus qui ont été interrogés vraiment souhaitent demeurer à domicile, mais pas avec n'importe quelle condition. C'est-à-dire que cette volonté-là n'est plus tellement claire lorsque les personnes sont en grande perte d'autonomie. Ceux qui connaissent les décisions SMART, ça veut dire que lorsqu'ils sont en incapacité lourde, donc les décisions SMART de 10 à 14, là, l'hébergement semble beaucoup plus approprié. Alors, quand je vous disais tantôt, le système est concentré sur l'hébergement, peut-être si on regarde, on a fait faire la modélisation de l'offre et la demande. Et ce qu'on observe, c'est qu'à l'heure actuelle, l'heure de service requis en longue durée est de 335 millions d'heures, alors qu'on peut offrir que 116,7 millions d'heures. Donc, le taux de réponse global sur les soins de longue durée est de 35%. Évidemment, les CHSLD reçoivent, il y a un taux de réponse qui est très élevé, près de 5%. Mais ce que ça veut dire, c'est qu'au niveau des soins à domicile, le taux de réponse est seulement de 10,7%. Alors, ça ne veut pas dire que 10,7% des usagers reçoivent des services. Ça veut dire que quand on regarde les heures requises pour offrir les services adéquats selon les ISO SMART, on arrive à répondre seulement à 10,7% des besoins. Et la modélisation qui a été effectuée montrait qu'en 2040, en poursuivant de cette façon-là, on répondrait à 10,2% des besoins en 2040 sur les besoins des soins à domicile. Si on continue dans cette direction, en fait, on pense qu'on se situerait dans une situation complètement impossible, c'est-à-dire que ça voudrait dire que le système devrait construire 2500 places en maison des aînés par année. Alors, souvenez-vous, je pense qu'au cours du mandat actuel du gouvernement, ils n'ont pas encore réussi à développer les 2500 places au cours de ce mandat-là. Alors, 2500 places par année, ça semble difficilement faisable. Au niveau des travailleurs, la requête serait très élevée. Maintenant, ça veut surtout dire qu'il faut qu'on change la façon dont on travaille. Mais ce qui est important, c'est que même si on investissait 3 milliards de plus par année pour les soins de longue durée, on continuerait à répondre seulement à 10,2% des besoins. Alors, quoi faire? Alors, d'abord, on a besoin d'une transformation qui est importante. Cette transformation-là est incontournable. Premièrement, en fait, on a classifié nos recommandations en 4 séries. Évidemment, si vous allez dans les rapports,
vous allez voir que chacune de nos recommandations sont développées en termes d'implication. Qu'est-ce qu'on veut dire? Qu'est-ce qui devrait être fait pour atteindre, pour vraiment répondre à chacune de ces recommandations? Nous, les fins de la présentation, là, on les a mis en 4 grandes catégories. On commence par une qui est une recommandation qui est plus de longue durée. Et donc, ce qu'on recommande, c'est de changer l'approche, la façon dont on aborde le vieillissement des personnes. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, on a vraiment une approche médicale qui est orientée vers la compensation pour soutenir pour la perte d'autonomie. Alors, ce qu'on devrait faire, c'est beaucoup plus s'orienter vers le maintien de l'autonomie le plus longtemps possible. Ceci répondrait davantage aux attentes de la population. Et c'est surtout le fait que le vieillissement, c'est pas une maladie. Il faut donner la capacité aux personnes de demeurer actives, socialement actives, autonomes le plus longtemps possible pour faire leur repas, comprendre. Mais ça veut aussi dire les informer. Il y a toute une panoplie de choses qu'on peut faire pour améliorer cette capacité-là. Les choses qui est certaine, ce n'est pas seule la responsabilité du système de santé, c'est plus une orientation qui devrait être prise, une orientation gouvernementale. Alors, ce qu'on propose, c'est que le ministère élabore une politique qui est axée sur le maintien de l'autonomie, qui engage de multiples acteurs gouvernementaux et de la société, et que celle-ci soit adoptée au niveau gouvernemental. Ensuite, souvenez-vous, on a parlé du fait que les assises du système étaient basées étaient très fragiles. Donc, plusieurs recommandations à cet égard. D'abord, il faut prévoir comment on peut simplifier le système, rendre les critères d'admissibilité cohérents et uniformes. On n'a pas besoin d'avoir plein de programmes de financement. On peut avoir un programme de financement de subvention, les règles sont les mêmes pour tout le monde. Ça ne veut pas dire que tu ne peux pas avoir différentes modalités de paiement, mais bref, on n'a pas besoin d'avoir tous ces programmes-là. Et en réduisant le nombre de programmes, ben, on permettrait de développer des solutions plus efficientes. Alors, ce qu'on propose, c'est que le ministère clarifie, simplifie les règles d'éligibilité, qu'il développe aussi des stratégies pour améliorer la viabilité financière du système. Et ça, pour faire ça, on a travaillé, rappelez-vous que j'ai parlé d'un modèle une modélisation qui avait été effectuée. En fait, c'est effectué par une équipe des HEC, une équipe dirigée par Pierre Michaud. Et ce qu'ils ont développé dans cet outil de modélisation-là, ils donnent la possibilité d'évaluer quel serait l'impact si on abordait différentes stratégies sur la capacité de financer le système à plus long terme. Alors, parmi les options qu'on pourrait examiner, on pourrait regarder quel serait l'impact si on accordait un poids plus important aux soins à domicile et moins important à l'hébergement. Quel serait l'impact si on améliorait la prise en charge du soutien à domicile? Rappelez-vous, je parlais de soins qui étaient donnés, qui était une intensité de soins qui était sur les personnes qui étaient très hypothéquées. Mais si on avait une meilleure prise en charge des individus beaucoup plus tôt dans le processus de vieillissement, on aurait des résultats, des impacts sur le système qui seraient probablement moins importants. Ensuite, on devrait restreindre l'admission au CHSLD aux personnes qui sont en grande perte d'incapacité, mais encore des personnes qui sont dans les milieux d'hébergement qui ont des incapacités moins lourdes, c'est-à-dire moins que 10% et plus. On pourrait aussi faire accroître la contribution des usagers à l'hébergement dans CHSLD. Et aussi, ben, on pourrait améliorer l'efficience des différents programmes. Alors ça, c'est différentes stratégies sur lesquelles on peut travailler et que le programme de modélisation nous permettrait de prévoir dans le temps comment ça pourrait avoir un impact sur notre capacité financière à long terme, la viabilité financière du système de soutien à domicile. Ensuite, on a proposé une contribution à l'aide à domicile pour l'aide à domicile, c'est-à-dire pour l'aide domestique et pour les soins personnalisés, mais qui se fait en fonction des moyens des usagers.
Évidemment, excusez-moi, là, je suis un peu de faire la présentation de PPE, je m'excuse. Évidemment, là, cette proposition-là n'implique en aucun cas de faire contribuer les usagers pour les services infirmiers et tout ce qui concerne les services de santé. Ensuite, on propose de développer des mesures pour améliorer le système de soutien à la population. J'ai parlé plutôt de la difficulté de naviguer à travers le système, de comprendre les différents programmes. Alors, on propose que le ministère développe des services en vue de soutenir le déploiement des services dans nos régions. Alors, parmi ces services-là, il pourrait y avoir un répertoire de l'ensemble des services destinés au soutien au développement de l'autonomie. On pourrait aussi développer des systèmes de mesure et des systèmes qui améliorent la communication, la coordination entre les différents acteurs. Ils devraient aussi, on leur recommande de créer des bureaux régionaux de soutien à domicile qui agiraient comme une porte d'entrée pour les usagers du soutien à domicile. Donc, ils pourraient agir en tant qu'évaluateur, évaluer les besoins et donc décharger les prestataires de cette responsabilité-là. Ils pourraient aussi aider dans la navigation dans le système. Ils pourraient aussi surveiller la qualité des soins. Bref, ça serait un bureau qui centraliserait l'ensemble du soutien aux usagers et qui faciliterait la navigation pour les usagers dans ces différents systèmes-là, incluant les programmes de financement. On propose aussi que le ministère mandate les établissements pour offrir des services en collaboration qui permettraient de relier les différents types de services au sein d'un seul acteur qui rentrerait, qui agirait auprès des usagers. Mais pour ça, ils doivent accroître la marge de manœuvre des établissements pour développer cette capacité-là et développer ce type de service. On propose aussi d'ajuster le processus de réclamation des crédits d'impôt parce qu'à l'heure actuelle, il semble y avoir une équité entre les personnes qui habitent à domicile et celles qui habitent dans les résidences pour personnes âgées. Et on propose de bonifier le soutien financier apporté aux proches aidants qui, à notre avis, est encore très, très faible, alors qu'on compte beaucoup sur les proches aidants pour diminuer, si on veut, la demande sur le système ou améliorer la réponse aux besoins des usagers en termes de capacité. Finalement, on a, en fait, je vais revenir un peu en arrière. Dans ce projet-là, une des premières choses qui nous a impressionnés, c'est la capacité de projet innovateur qui vise, qui s'adresse aux populations vieillissantes. Et donc, c'est toutes sortes de projets qui sont souvent soutenus par le ministère du Développement économique, par les municipalités, oui, par le ministère de la Santé aussi, mais qui sont aussi développés par des fonds philanthropiques. Mais ce que je dirais, c'est qu'il y a énormément d'innovation, mais il n'y a pas assez de soutien à la pérennité de ces projets-là, ou à s'assurer que ces projets-là ou que ces services-là puissent s'intégrer dans le système. Ce qui fait que lorsque les projets, le financement de la recherche arrive à terme, bien souvent ces projets-là meurent. Alors, on a fait 3 propositions pour améliorer la pérennité de ces services-là, 3 recommandations. La première, c'est d'avoir une cartographie, de sorte qu'on évite de financer 2-3 fois les mêmes types d'initiatives. La deuxième, c'est qu'on intègre dans le financement le soutien à la mesure des résultats des initiatives pour être capable de les justifier, de mieux comprendre qu'est-ce que ça veut dire en termes de valeur. Et finalement, de soutenir leur implantation, leur déploiement dans les milieux. Alors, en conclusion, vous aurez compris qu'on ne pense pas que le ministère de la Santé peut agir seul pour faire face aux défis du vieillissement de la population, des besoins de services de longue durée. On pense aussi que le maintien de l'autonomie et l'amélioration des conditions de vie ne peut pas être
envisager isolément des autres ministres. C'est-à-dire que c'est une concertation des différents ministères, mais aussi de l'ensemble de la société qui va faire qu'on va arriver à répondre à ce défi. Alors voilà, ça conclut ma présentation. Je vous remercie beaucoup. Avez-vous des questions? J'ai toute l'équipe ici qui me dit que je suis sur mute. Je dis un gros merci. J'invitais les gens à écrire leurs questions soit dans le clavardage pour qu'on la lise directement ou à lever leurs mains pour qu'on puisse vous adresser la parole. Je vous invite à ouvrir naturellement votre micro, ce que je ne fais pas toujours, et votre caméra aussi. Vous trouvez un modèle de SAD en termes de financement dans les pays de l'OCDE? C'est une excellente question. Je ne peux pas dire qu'il y avait un modèle qui ressortait par rapport aux autres. C'est plusieurs idées, mais essentiellement, quand on a parlé d'uniformiser, de simplifier les modèles de financement, c'est vraiment là qu'il semblait se retrouver la solution. Mais on n'a pas vu de mécanisme de financement là, qui sortait du défi. Merci. On a des mains levées, donc on va commencer par M. Labrie. Petite question, dans le fond, est-ce qu'il y a eu une ébauche ou un début d'analyse comparative sur ce qui serait requis pour aller plutôt, disons, vers 80% de ce qui est requis pour l'optimisation du maintien à domicile versus le délestage que ça entraînerait sur le financement requis pour les soins aigus ou tout ce qui est, on va dire, de la surqualité pour les besoins réels de ces usagers-là? Parce que dans le fond, l'un est dans l'autre, c'est-à-dire si ça augmente le besoin requis, ça augmente l'impôt public, ça augmente d'autres mécanismes de perception de fonds publics. Fait que je me demandais si l'un et l'autre avaient été comparés pour voir si ça se réalise à coût nul ou à coût supérieur de maintenir tout le monde qui peut être maintenu à domicile. Je ne suis pas certaine que je comprends exactement la question, mais je vais juste reformuler pour être sûre que je comprends bien. Mais si on maintenait davantage de personnes à domicile, cela pourrait avoir un impact sur les besoins d'hospitalisation, de services à l'urgence, etc. Et le cas échéant, si on a modélisé, qu'est-ce que ça voulait dire sur les autres types de services de santé? Exactement, exactement. Est-ce que dans le fond, on peut le faire, mais avec le même revenu public qu'actuellement, tu sais? On n'a pas regardé avec le même revenu. En fait, on n'a pas regardé l'impact sur les autres secteurs, outre que l'hébergement. Donc, le mécanisme de la modélisation permet de regarder vraiment au niveau des soins longue durée à l'heure actuelle. Comme vous savez, on n'a pas encore des systèmes de données intégrés. On pourrait revenir là-dessus, parce qu'on est en train de travailler très fort pour analyser la performance par continuum de soins. Et là, on va avoir une meilleure capacité de modéliser ce type de choses-là. Par contre, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a énormément d'efficience qu'on peut aller chercher dans le système. Alors, avant d'injecter des nouveaux fonds, moi, j'améliorerais la capacité, ce qu'on fait déjà avec les moyens qu'on a. Simplement regarder les différents prestataires, la perte d'autonomie, la perte d'efficience qu'on va chercher dans le système. Alors, on a suggéré plusieurs options pour améliorer le financement, la viabilité financière, puis on propose vraiment d'aller là. Si vous voulez avoir plus d'informations sur ce sujet-là, je vous recommande vraiment la publication de l'équipe de Pierre Carmichaud qui est affichée à la fois sur notre site, sur le sien, et il va aller un peu plus loin. Il va modéliser différents résultats selon ces scénarios-là dans une publication subséquente. Je vous suggère qu'on y aille avec Mme Lebel et ensuite on va passer au clavardage. On a d'autres questions en attente. Okay, merci. Oui, bonjour Mme Castonguay. Je vous remercie pour ces rapports qui me rejoignent beaucoup. Moi, je travaille avec des personnes qui ont une déficience motrice et je dois dire qu'il y a un modèle qui existe entre les soins à domicile et l'hébergement qui coûte moins cher que l'hébergement et qui répond à des personnes qui ont des besoins de services qui dépassent ce qui est donné en soins à domicile. C'est un modèle qui a été développé par des organismes communautaires et effectivement, on se bute à
des problèmes de pérennité, des problèmes d'intégration au système existant. Comme vous dites, on voudrait faire partie de la gamme de services. Mais surtout, ce que je veux dire, c'est que c'est un modèle développé pour des personnes en déficience motrice, mais qui s'appliquerait tout à fait à des personnes âgées qui sont dans des immeubles appartements ou dans des immeubles à condos. En fait, il s'agit de mettre une petite équipe de personnel sur place et qui permet de sécuriser ces personnes, de leur donner des services et de les garder à domicile plutôt que de les transférer en CHSLD. Alors, voilà, c'est ce que je voulais dire. Merci beaucoup. Et en fait, là, quand je disais qu'on avait vu beaucoup de choses, de modèles innovateurs ou de projets innovateurs, c'est exactement ce type de projet-là là, dont on parle. Et c'est la raison pour laquelle on suggère au gouvernement, ou on recommande au gouvernement de donner plus de marge de manœuvre aux établissements pour faire des ententes avec les différents acteurs du milieu, parce que ces projets-là devraient être soutenus. Mais on ne pense pas qu'il y a un modèle qui est le bon modèle pour l'ensemble. Je ne pense pas qu'on devrait imposer un modèle à l'ensemble de la province, mais on devrait permettre aux gens de financer, c'est-à-dire que le financement devrait accompagner finalement les différents usagers de sorte qu'ils puissent obtenir les services de l'endroit qui est le mieux adapté pour eux dans leur localité ici. Alors, il faut aller chercher de la grande flexibilité, c'est ça qu'on propose de développer. Mais en tout cas, ce qu'il faut se souvenir, c'est que les personnes veulent demeurer le plus longtemps à domicile. Et même s'ils sont lourdement handicapés ou lourdement affectés, ils veulent demeurer le plus longtemps à domicile si on leur en donne les moyens, si on leur donne le soutien adéquat. Oui, sauf qu'il y avait quand même, là, dans les travaux qu'on a faits, l'enquête qui a été faite par l'équipe de Pierre Carl, d'ailleurs, quand les personnes sont vraiment là, à la toute fin, au niveau plus élevé de perte de capacité, à ce moment-là, c'est pas si clair qu'ils veulent demeurer à domicile. Ça dépend vraiment des conditions dans lesquelles ils sont. C'est partagé. Mais ça devrait être leur choix. Merci. Merci. Les deux questions suivantes vont un peu dans le même sens. Vous permettront peut-être d'explorer davantage s'il y a autre chose à dire à ce sujet-là. Donc, c'était de Maude Pelletier-Smith. Y a-t-il des recommandations qui ressortent quant à la mise sur pied de modèles intermédiaires d'hébergement accessibles financièrement pour l'ensemble de la population? Et la question d'Annick Vallière qui va dans le même sens. Y a-t-il différentes innovations au niveau du soutien à domicile qui sortent comme bonnes idées, bonnes pratiques dans les comparaisons internationales? Il y en a plein, en fait. Puis, ce que je dirais, c'est qu'on a publié 2 rapports sur l'innovation. Il y en a un qui reprend des études de cas locaux. Et l'objectif était de montrer que différentes innovations, mais surtout, c'est quoi les obstacles? Comment on peut faciliter l'implantation? Puis, qu'est-ce qu'on doit faire pour permettre la pérennité de ces projets-là? Le deuxième, regarde vraiment, qui a été réalisé par l'équipe Mosaïque avec le pôle santé HEC, qui portait sur justement quelles étaient les initiatives innovatrices pour débloquer ces obstacles. Comment qu'on peut faciliter la pérennité? Alors, un, c'était l'innovation au niveau des soins à domicile, puis l'autre, c'était l'innovation au niveau des institutions qui facilitent l'innovation des soins à domicile. Merci. Je suggère qu'on y aille avec Denis Chenevert. Ensuite, on va retourner au clavardage. Avant tout, merci, Joanne, pour cette magnifique présentation. C'était vraiment très éclairant. J'ai beaucoup de questions, mais bon, tu sais que j'en ai pas mal sur la question des soins à domicile. Il y a un paradoxe dans les soins à domicile, dans la mesure où les gens finissent par se décourager dans la mesure où ils ne reçoivent pas nécessairement les services qu'ils ont besoin. Donc, autant les proches aidants que les personnes elles-mêmes finissent par arriver à la conclusion que la meilleure solution, c'est de partir en hébergement. Donc, il y a ce problème-là aussi qui doit être pris en considération dans les études qui sont menées. On est dans une logique qui n'est pas simple non plus pour ces gens-là de prendre des décisions dans ce contexte-là. L'autre élément, c'est le temps consacré par les personnes qui interviennent en soins à domicile par rapport aux soins réels.
On sait qu'il y a énormément de pertes de temps, de transport, et il y a beaucoup de personnes qui interviennent chez une même personne âgée. Donc, parce que chaque tâche est divisée et donc on est obligé d'avoir accès à plusieurs personnes pour réaliser le soin à domicile, alors qu'on pourrait peut-être réfléchir à un modèle différent qui permettrait de réduire cette complexité d'arrimage entre les différents soignants. Et en même temps, on sait que les personnes âgées, c'est très déstabilisant d'avoir arrivé plusieurs personnes à tour de rôle, donc ça crée des problèmes en termes d'adaptation. Donc, tous ces éléments-là m'amènent à réfléchir à la question du rôle des municipalités et du rôle des groupes communautaires. On sait que dans beaucoup de pays, les municipalités ont un rôle à jouer sur les soins à domicile, sur la gestion des soins à domicile, parce qu'ils sont sur le terrain, ils sont près de l'activité et comprennent mieux l'environnement et le contexte de chaque environnement, de chaque quartier. Comment on peut arriver donc finalement à démystifier tout ça pour éventuellement trouver une solution? Parce que bon, il y a beaucoup d'études, il y a beaucoup de choses qui se font, mais on dirait qu'on n'arrive pas à avancer, là. Ben, c'est pour ça qu'on propose d'encourager la collaboration. C'est-à-dire que, en fait, en Ontario, ce qu'on voit, c'est qu'ils ont développé, puis pas juste pour les soins de longue durée, en fait, ils le font de plus en plus pour la responsabilité sur l'ensemble des soins et services pour une population donnée. C'est-à-dire qu'ils vont donner ils vont lancer un appel d'offres, un concours. Et ils vont dire, voici, on voudrait entendre ceux qui sont intéressés à joindre leurs efforts. Puis là, ça peut être la municipalité, ça peut être toutes sortes d'acteurs, des acteurs communautaires qui proposent ensemble, ça peut être aussi des fournisseurs de technologies qui se joignent à ces acteurs-là pour fournir une solution d'ensemble pour offrir des services auprès d'une population donnée. Moi, je trouve, en tout cas personnellement, là, c'est vraiment un avis personnel et non basé sur des résultats, mais il me semble que si on devait aller vers ce type de solution-là, en commençant par le soutien à domicile, ça semble un microcosme du système de santé. Ça nous permettrait de développer nos compétences au niveau de l'octroi, puis comment on octroie ce type de contrat-là à un ensemble d'acteurs, mais comment on le surveille, comment on les encadre, etc. Ça m'apparaîtrait très intéressant. Évidemment, ça ne veut pas dire indépendamment du système de santé. Au contraire, ça se voudrait des services qui seraient intégrés puis qui auraient une communication constante avec le système de santé. Maintenant, sur ton premier point, là, je suis absolument d'accord. En fait, tout montre que plus on va agir tôt, plus on va maintenir l'autonomie. Donc, est-ce que les personnes, quand on a travaillé avec notre forum pour savoir c'était quoi, quelles étaient leurs attentes, qu'est-ce qu'ils voulaient eux autres de plus, c'est quoi les résultats de bien-être, d'autonomie qu'ils s'attendaient à recevoir. Puis vraiment, là, ils ne cherchaient pas des résultats de santé comme tel. Ce qu'ils veulent, c'est vraiment maintenir leur autonomie le plus longtemps possible et avoir la capacité de décider pour eux-mêmes. Et ça veut dire, leur autonomie en termes, c'est-à-dire être capable de trouver l'information, se faire des repas, avoir une vie sociale, avoir des objectifs, puis que de ne pas être mis à l'écart par la société, si on veut. Et on voit que toute cette optique-là permettrait justement de réduire. Mais ce que ça veut dire aussi, c'est que nos mécanismes de financement doivent être alignés. Et donc, on ne doit pas juste financer la perte de capacité, on doit aussi intégrer le financement pour soutenir une société qui accueille le vieillissement, si on veut, qui maintient l'autonomie. Merci. Merci pour ta question. Il y a d'excellentes questions dans le clavardage et ça s'accumule. On va aller dans une grande question de Pierre-Luc Desindes qui demande quels indicateurs de performance spécifiques aux équipes de SAD recommanderiez-vous pour prioriser le financement par le MSSS? Donc, les indicateurs de performance et le financement. Pour les soins à domicile, tu veux dire? Oui, c'est ça. Donc, quels indicateurs de performance spécifiques aux équipes dans les CLSC, de soins à domicile? Quels indicateurs recommanderiez-vous pour, j'imagine, lier le financement par le ministère? Là? En fait, on n'a pas, c'est une maudite de bonne question, on n'a pas encore lié des indicateurs de performance au mécanisme de financement, mais c'est évident que si on voulait
Si on veut vraiment avoir un système qui est orienté sur la valeur, il faudrait effectivement que ça soit cohérent avec les résultats attendus. Maintenant, on n'est pas allé, nos mesures ne sont pas des mesures cliniques, on ne va pas à ce niveau-là à l'heure actuelle, mais notre tome 2 propose une variété d'indicateurs qui ont été mesurés, justement, qui permet de voir au niveau régional quelle est la performance, vraiment une variété importante d'indicateurs. Et ça permet de mieux comprendre là où il pourrait y avoir une intervention. Ce que je dirais aussi, c'est qu'on est en train de développer pour les établissements, on l'a fait pour l'hébergement, mais on a développé pour l'hébergement, pour les établissements, une capacité de former au niveau régional ces indicateurs. Alors, ce sont des indicateurs plus macro qui sont dans nos rapports publics, mais on fournit également un outil interactif aux établissements pour qu'ils aillent forer dans ces données. Et là, bientôt, d'ici quelques mois, on devrait avoir l'équivalent au niveau des indicateurs de soutien à domicile. Est-ce que c'est clair ce que je dis? Oui, merci. Merci infiniment pour votre réponse. Ça fait plaisir. Je propose peut-être qu'on poursuive sur les questions budgétaires et de soins à domicile. On a 2 questions différentes, mais qui sont quand même toutes les 2 liées aux soins à domicile. Vous avez d'abord Marlène Simard qui dit, vous avez mentionné qu'il faut optimiser le travail des équipes actuelles et pas nécessairement injecter des nouveaux fonds pour répondre aux besoins qui évoluent de notre population. Mais qu'en est-il des budgets consacrés aux soins, aux services d'aide à domicile? Donc, j'imagine qu'on se demande si on va avoir un plus grand besoin et qu'on n'augmente pas les budgets. Quelle est la suite des choses? En fait, ce que je disais, c'est pas tellement qu'on devait augmenter la productivité des équipes parce que je pense vraiment pas que c'est au niveau des prestataires que l'enjeu se situe. C'est au niveau de l'organisation des services. Donc, de la même façon que Denis relevait le fait qu'on avait plusieurs acteurs qui rentraient et qui sortaient du domicile des usagers, bien, si on avait un seul acteur qui fournissait un ensemble de services, probablement qu'on irait chercher de l'efficience. Pas probablement, certainement. Un autre élément sur lequel on peut aller chercher de la plus grande productivité ou de la meilleure utilisation des fonds, Denis a parlé du temps consacré aux heures de service direct. Bien, à l'heure actuelle, les infirmières vont passer 30 de leur temps en service direct. Ça veut dire 70 de leur temps est consacré à d'autres tâches. Et c'est la raison pour laquelle on propose de développer des bureaux de soins qui prendraient en charge beaucoup de ces tâches-là qui sont effectuées par les prestataires. Alors, c'est ça qu'on veut dire quand on dit de mieux utiliser les fonds, parce que quand même qu'on utilise, qu'on injecte, à l'heure actuelle, là, en fait, dans les dernières années, on a injecté beaucoup de fonds pour accroître les services de soutien à domicile. Dans nos maladies, on ne va pas chercher beaucoup plus on demeure à 10,7 de la réponse aux besoins parce que même si on accroît des fonds, la façon dont on est organisé, le résultat est qu'on accroît l'intensité sur un petit nombre d'usagers. Donc, il faut changer l'organisation et non mettre de la pression sur les cliniciens. J'insiste vraiment sur ce point-là parce qu'il ne faut pas que ça soit mécompris de ce côté-là. Vous avez répondu par le détour à la question de Pierre-Luc Desindes aussi qui se demandait, considérant qu'on répond uniquement à 10 des besoins de la clientèle en soins à domicile, quelle stratégie ou quelle initiative allait nous permettre d'aller chercher le pourcentage restant des gens qui ont des besoins. Donc. C'est ces différents éléments-là d'efficience. Exactement. On va passer à la main levée de Samuel Courtemanche. Oui, bonjour. Merci pour votre présentation. J'avais une question concernant le financement. Vous proposez au gouvernement d'instaurer un système d'utilisateurs-payeurs pour les gens qui bénéficient des soins à domicile. Et qui ont oui, je comprends, qui respecteraient leur capacité de payer. Pourquoi proposer ça plutôt que, par exemple, utiliser le levier de l'impôt sur le revenu qui respecte aussi normalement la capacité de payer des gens puisque c'est progressif? Donc, je me demandais pourquoi plutôt un principe d'utilisateur-payeur plutôt que de passer par d'autres modes de financement plus classiques.
Ben, on a déjà un crédit d'impôt, hein, en passant pour les personnes vieillissantes. Et ça, en fait, c'est utilisé, puis probablement, puis on n'a pas assez d'informations là, sur les utilisateurs, puis comment le crédit d'impôt est utilisé. Mais ma compréhension, mon hypothèse, c'est que c'est les gens qui ont les moyens qui vont aller par cette route-là, davantage, qui ont moins besoin de soutien financier. Maintenant, on propose ça. D'abord, tous les pays de CDE qu'on a examinés, on a vraiment examiné très bien 7 pays. Puis, on a été un petit peu plus loin là, pour 3 autres. Et ils ont tous un ticket modérateur là, pour une contribution financière de la part des usagers pour l'aide à domicile. Alors, j'en reviens là, sur ça parce que ici, on parle de faire le ménage, de faire les repas. Alors, quand les gens, tu sais, c'est comme on est en train d'intégrer dans un panier de soins et services universels les repas pour les personnes âgées et le ménage. Et c'est ce qu'on fait déjà, là, avec une grande partie du ménage qui est obtenu auprès des entreprises d'économie sociale. Alors, ma recommandation, c'est mettons nos efforts sur ceux qui ont des grands besoins et non sur ceux qui sont capables de répondre à leurs besoins. Maintenant, le ticket modérateur ne devrait pas, disons que si la personne devrait financer ses services parce qu'ils ont les moyens, ça ne devrait pas influencer leur capacité d'accès et d'avoir de l'aide pour trouver ces services-là. C'est-à-dire que ça devrait être 2 choses indépendantes, de sorte que l'accès soit universel, mais que le financement soit selon les mécanismes, les moyens des différents acteurs. Merci. Merci beaucoup. Il y a encore plusieurs questions. Je vais retourner au clavardage avant de prendre la main. Donc, on a une question qui tourne autour de la proche aidance, des pères aidants. Donc, Mme France Landry demande, croyez-vous que le maintien des personnes âgées est trop médicalisé? Et pourquoi ne pas aider financièrement les familles qui souhaitent habiter ensemble et s'entraider? Ben, c'est une bonne question. Quand vous dites médicalisé, là, je pense que c'est l'approche, tu sais, quand l'approche, la façon dont on gère nos établissements de longue durée, à ce moment-là, je serais tentée de dire oui, là. Mais les médecins ne sont pas présents dans les soins à domicile. Il y a 2 régions où ils sont présents. Et donc, dans ce sens-là, si les services médicaux étaient davantage offerts à domicile, il y aurait beaucoup moins d'hospitalisation ou de transport en ambulance là, vers l'urgence parce qu'il y a des complications médicales. Et ça a été démontré dans plusieurs travaux qu'il y aurait des gains importants à ce niveau-là. Maintenant, il y avait deux pans à la question que j'ai oublié, le premier et le deuxième. C'est quoi, Ariane? C'était le lien vers la proche aidance. Donc, c'est le point intéressant de financer les familles qui souhaitent s'entraider. Absolument. C'est la raison pour laquelle on dit qu'il faut que ça soit une approche gouvernementale. C'est-à-dire qu'il y a d'autres ministères qui ont des responsabilités. Si on parle, puis c'est là que j'amenais l'exemple, si on parle de notre maison, ben, on n'est pas plus avancé, il n'y aura pas plus de domicile, puis on va devoir devoir héberger les personnes à un coût plus élevé. Donc, définitivement, maintenant, le crédit d'impôt fait ça aussi. Mais on a aussi recommandé d'améliorer non seulement le crédit d'impôt pour les personnes âgées, mais aussi le crédit d'impôt pour les prochains ans. On y va avec un commentaire question de Jacques Ricard qui dit « Il y avait la notion d'intervenant pivot selon les besoins de la personne qui existait auparavant et qui évitait la multiplication des intervenants autour de la personne âgée. Donc, où est cette notion de prise en charge aujourd'hui? Mais ça serait un des rôles du bureau de soins à domicile. Mais ça ne serait pas nécessairement en fait, ça pourrait, idéalement, ce serait le soin de santé dans leur ensemble, dans leur globalité. Mais ce qu'on proposait, c'est que le bureau de soins assure soit le lien ou la porte d'entrée dans les soins et services de longue durée et qu'il fournisse un lien avec les soins de santé. Et juste, je peux rajouter, Mme Castonguay, que l'intervenant pivot, en tout cas, moi, je l'ai vu dans le temps que ça existait, en amont des urgences, surtout un intervenant pivot qui était, par exemple, dans les RPA, évitait beaucoup de transferts
étaient, je dirais, non nécessaires vers les urgences. Alors, je trouve que cette notion-là devrait être développée à la fois dans les soins à domicile, mais aussi dans les RPA. Je suis d'accord. En fait, ça ne devrait pas dépendre. Ça ne devrait pas dépendre de où la personne habite. Tout le monde devrait avoir accès à ce type de service-là. Encore une fois, quand on dit, moi, je crois fermement que ça ne devrait pas être le ministère qui dit comment vous organisez puis quoi offrir comme service. Si une région a démontré que c'est ça qui fait bien dans leur équipe et avec les ressources qu'ils ont alentour d'eux, on devrait leur donner la marge de manœuvre de continuer et de préserver ce type d'initiative-là. C'est vraiment là, quand on dit soutenir l'organisation dans les milieux pour qu'il y ait collaboration et une amélioration des services. Alors, en proposant le bureau de soins, en proposant la décentralisation, ce type de service-là devrait se développer dans les milieux. Tout à fait d'accord. Ce qu'on devrait appeler la gestion de proximité. On a plein d'expressions qui vont dans ce sens-là. On a perdu la main de Vincent Rajotte que je ne trouve plus dans les participants. Donc, voilà, s'il est de retour, il est bienvenu à relever la main. Entre-temps, on va passer vers une autre question qui est aussi tout un autre pan de discussion. Donc, quelle est votre opinion sur l'utilisation de l'OMC et au CCI pour avoir un profil ISO-SMART pour la clientèle en soins à domicile? Est-ce que c'est une évaluation qui est trop complexe, trop clinique, empêchant un employé non professionnel de le faire, par exemple? Voilà, donc... Je vois des sourires au sein de l'équipe du pôle santé. Je n'ai pas vraiment d'opinion parce que je n'ai pas fait l'analyse des outils comme tel. Mais on a fait faire des travaux, puis Ariane, tu pourras commenter, ou Denis, ou même Nadia, là. En fait, je pense que c'est Ariane pas mal la spécialiste. Mais ce que je dirais, c'est que dans nos travaux, on a beaucoup critiqué la lourdeur de ces outils-là. Et on ne pense pas qu'on a besoin de faire l'ensemble de l'évaluation pour tous les types de services potentiels, problèmes potentiels, avant d'accepter ou de donner des services de soutien à domicile. Des outils beaucoup plus simples permettent de faire cette évaluation-là et n'ont pas pour effet de retarder la prise en charge. Je dirais aussi que la ministre a annoncé la fin de l'utilisation de ces outils-là. Maintenant, on a regardé s'il y a eu des directives à cet égard, pas plus tard que la semaine dernière, comme on a dit. Ouais. Ariane, veux-tu renchérir? Je dirais que c'est effectivement un sujet qui est éminemment profond et complexe. L'OMC a ses défauts et ses qualités. Le mandat qui nous avait été donné était de regarder aussi du côté d'Interact, qui est l'outil qui est utilisé au Canada et à d'autres endroits à l'international, qui a également des forces et des faiblesses, mais qui permet, entre autres choses, une comparaison des données des juridictions qui l'utilisent. Et c'était surtout là-dessus, je pense, qu'était concentré le rapport qu'on a produit, que je vous invite à aller lire, là, que vous allez trouver certains témoignages, certains indices par rapport aux défis de l'utilisation de l'OMC ou de l'OCCI dans l'évaluation des clientèles en perte d'autonomie. Je pense qu'il y avait une main levée qu'on a perdue. Il nous reste quelques minutes et puis plusieurs questions. Alors là, je suis un peu à la recherche de celles qui se recoupent pour aller plus directement. Plusieurs personnes sont en train de quitter aussi parce qu'il arrive 13 heures. Je pense que je vais y aller avec une très, très grande question de la part d'Annick Vallière. Et ça va comme suit. Suite à vos recommandations, à quoi pourrait-on s'attendre de la part du ministère? Question colle de la fin. L'adoption d'un bon nombre d'antennes. Sinon, toutes. En fait, ce que je dirais, c'est que la ministre ne l'a pas fait publiquement, mais de façon privée, ils avaient une réceptivité par rapport aux recommandations qui était assez bonne, je dirais. Mais le mais vient du fait que le projet de loi 15 va changer la donne pas mal. Donc, je pense que quand on va avoir un nouveau PDG, et puis il va y avoir beaucoup de dossiers quand il va arriver. Généralement, les soins de longue durée ne sont pas les premiers sur la liste, malheureusement. Mais comptez sur moi pour intervenir auprès de lui pour lui faire valoir le résultat de nos travaux et nos recommandations.
Merci. Je n'avais pas vu, mais dans le clavardage, il y avait aussi une réponse de Patrick Legoupil à l'intervention de M. Ricard qui disait l'intervenant pivot existe encore, du moins au SAD, dans les CLSC, c'est l'intervenant principal dans les dossiers. Donc, toujours là. On va y aller avec la main levée de Samuel Courtemanche. Oui, encore une deuxième question. Je voulais savoir, vous proposez des nouveaux bureaux régionaux. Je ne sais pas si c'est sur le modèle de l'Ontario. Je sais qu'il y a quelque chose qui existe de ce côté-là. Mais bon, premièrement, quel genre donc, je vous vois faire un nom de la tête, donc c'est peut-être pas le modèle ontarien, mais je me demandais surtout pourquoi pas utiliser le réseau de CLSC pour agir comme bureau. J'ai aucun problème s'ils décident d'utiliser, mais ce qu'on veut dire par là, c'est donnez pas plus de responsabilités aux mêmes ressources que vous avez à l'heure actuelle, les ressources humaines. Ils ont déjà de la difficulté à offrir des services. Alors, puis l'idée, c'est d'ajouter des services alentours, mais que moi, la structure, c'est pas important. Si c'est le CLSC qui héberge le bureau, tant mieux. Au contraire, je ne suis pas très favorable à ajouter des structures. Maintenant, le modèle, on a vu ça en Belgique et aux Pays-Bas. Merci. Il y avait effectivement une deuxième question qui allait dans le même sens que vous, M. Courtemanche, donc de la part de Geneviève Dubé, qui se demandait pourquoi on ne pourrait pas organiser ça autour des CLSC. Il nous reste... en fait, on peut peut-être poursuivre avec la question des... On a une question sur les ISOSMAF. Est-ce que c'est dangereux, à votre avis, de financer les soins à domicile selon des profils ISOSMAF? Dangereux? Ben, on le fait déjà pas mal. En fait, ils ne sont pas financés. À l'heure actuelle, on n'alloue pas les fonds en fonction des ISOSMAF. On alloue les services plus en fonction des ISOSMAF, mais on n'arrive même pas à répondre. J'ai bien de la difficulté à répondre à cette question-là. Malheureusement, Denis, as-tu un avis là-dessus? Ça, c'est quelque chose que tu as abordé. Dans la conférence de Roxane, le jeudi passé, je pense. Roxane On voyait bien qu'il y avait des problématiques de corrélation, c'est-à-dire de capacité d'anticiper le besoin de ressources à partir des résultats ISOSMAF, donc à partir, lorsqu'on comparait avec d'autres barèmes d'établissement des ressources nécessaires. Donc, on voit qu'il y a un petit décalage, donc on n'est pas capable d'arriver à préciser de façon absolue le besoin de ressources financières ou humaines à partir des résultats d'ISOSMAF. Donc, il y a comme un problème d'arrimage. Ça, ce n'est pas d'aujourd'hui, ça fait quand même quelques années qu'on observe cette difficulté. Ce que j'ajouterais, c'est qu'on a rencontré, puis là, ça ne dépend pas d'ISOSMAF, ça dépend c'était plus une critique par rapport à avoir un mécanisme de détermination des ressources requises pour offrir des services selon les niveaux de dépendance. Puis, on parlait avec des acteurs d'hébergement au Nouveau-Brunswick qui avaient adopté Intercad. Puis, pour eux, là, en fait, c'est pas juste hébergement, c'était hébergement et soins de longue durée, puis soins à domicile, mais ça leur avait vraiment permis d'améliorer justement la prise en charge, puis de changer le financement à mesure que les besoins évoluaient parce que l'outil était assez flexible pour ça. Donc, évidemment, ça va le faire dans la mesure où on évalue suffisamment fréquemment les individus. Parce que les changements dans l'autonomie sont assez rapides dans certains cas. J'hésite à faire un ajout, à me permettre un ajout. Mais effectivement, du côté québécois, donc les profils ISOSMAF servent à financer certaines portions des soins et services, mais on n'est pas dans un financement qui est complètement ou en bonne partie financé par les profils ISOSMAF. Il y a eu des expériences faites aussi au début des années 2000 pour être en mesure d'identifier et d'associer un financement au profil ISOSMAF. Aujourd'hui, on n'est pas là. Donc, ce n'est pas quelque chose qui a été poussé ou qui a été étendu à plusieurs établissements. Et du côté d'Interrail, c'est aussi une échelle de classification, donc qui est différente des ISOSMAF, qui est sur 43 ou 44 profils plutôt que 14.
qui est différente et puis qui est organisée toutefois pour être en mesure d'y associer un financement et qui sert en partie, parce que les financements sont pas uniquement basés sur les profils, mais qui sert en partie à rembourser des soins et des services, les frais des soins et des services aux établissements qui en prodiguent. Je ne crois pas que, bon, donc il y a toutes sortes de dangers aux différents types de financement. On a beaucoup de remerciements à travers les questions. Est-ce qu'il y a des mains levées? On va y aller avec la main levée de Mme Noulienne. Oui, bonjour, merci pour votre présentation. Je me demande si votre plan ne devrait pas être accompagné d'un plan de marketing social solide. Parce que qu'est-ce qu'on voit sur le terrain? Souvent, je suis du système à domicile, on voit beaucoup de résistance de la part des hôpitaux, les cliniques. Il y a une certaine méfiance, un certain doute par rapport à la capacité du système à domicile de pouvoir donner les services requis, malgré qu'on a bonifié notre offre de services. Souvent, on va même jusqu'à donner un 24/7 pour éviter un hébergement de l'hôpital, pour que le client, l'usager puisse retourner à domicile et qu'on héberge le client du domicile vers l'hôpital. Donc, je demande, on se bute souvent à certains obstacles comme ça, comme quoi on va devoir promouvoir tout le temps, faire valoir la plus-value du système à domicile. Donc, autant le plan, il est très intéressant, mais il y a quand même un changement de mentalité, de culture qui doit s'opérer et il s'opère très lentement dans le système pour avoir été là depuis comme quelques années, d'avoir répété le même message et on le répète depuis des années. Et oui, ça se fait, mais encore, il y a beaucoup d'exemples opérationnels, comment on voit que le médecin, par exemple, annule un bail ou l'équipe clinique recommande l'hébergement à l'hôpital. Le CLSC, on vient, c'est trop tard. Alors, c'est beaucoup d'exemples opérationnels comme ça que oui, malgré qu'un plan assez solide au niveau financier, etc., mais comment est-ce qu'il va vraiment s'opérationnaliser sur le terrain? C'est ça ma question. Ben, en fait, je trouve que vous fournissez la réponse. C'est qu'il devrait effectivement, je veux dire, toute transformation devrait être accompagnée d'un plan de communication solide, puis surtout si on vise de modifier une culture. Alors, je ne peux que abonder dans ce sens-là. Merci beaucoup. Écoutez, je pense qu'on va devoir conclure. Donc, Oui, merci beaucoup. Encore une fois, Joanne, merci pour ta présence et ta générosité. Ça a été vraiment, je pense, ça a été grandement apprécié par les commentaires qu'on reçoit. Donc, j'espère qu'on va te revoir, donc peut-être dans 1 an ou 2 pour voir comment les choses ont évolué, parce que, bon, je pense que les gens ont beaucoup apprécié, mais ils veulent voir comment les choses vont évoluer dans un futur là, rapproché. Donc, je pense que c'est un élément qui intéresse les gens de voir comment toutes ces recommandations vont se matérialiser dans le temps. Et je vous invite tous le jeudi 21 mars prochain pour un prochain séminaire du pôle santé. Ma collègue Valérie Bélanger ainsi que Joël Cormier vont nous présenter comment utiliser l'approche par simulation comme outil de prise de décision stratégique. Donc, je pense que ça peut être très intéressant de pouvoir voir par l'approche de la simulation qu'est-ce qu'on peut faire pour être capable d'outiller les gens afin de prendre de meilleures décisions lorsque la complexité est au rendez-vous. Donc, merci beaucoup à tous. Merci de votre participation. Un mot de la fin de la part de Joanne. Merci beaucoup tout le monde. Au plaisir, au revoir. Bye.